Bonsoir. Attendez, je vais pas fermer ça. Bonsoir, comment allez-vous? Salut Ectelion, Kataïter, Mister Za. Je sais pas sur quelle musique t'es arrivé, mais il y a que des musiques cool de toute façon. Salut Pixar, Neil, Zengdar, Illis, Davix, Doc Jackal, Jerem, Poupe, Opal, Wargame and Paint, Wam, Roi des Mouettes, Drallers, Fabs, Shai Bilio, Kesh, Xedge, Warlock, Yorkshire Torp, Christophoros, Kim Tanashino, l'infirmier, l'insomniaque et Samot 974. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir, la moitié de la semaine est écoulée. Moi je bosse pas vendredi parce que je voyage, je vais jouer en Angleterre, donc le vendredi je travaillerai pas puisque je suis obligé de me déplacer. Donc plus qu'un jour pour moi et deux pour vous si vous travaillez sur des horaires classiques. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça roule, tranquille. Pas mal de boulot, mais plutôt normal. Et puis rien d'autre de nouveau, à part la fac qui est tombée aujourd'hui. Petite fac, on va regarder vite fait avant de démarrer l'émission. Salut l'Excala, salut Dommage. Merci gros Ganon pour le Prime, merci beaucoup. Tournoi chez Gamer Shop, pas du tout. Tournoi à Coventry, c'est un tournoi en équipe. C'est le premier tournoi des Justice Series qui sont un peu un équivalent d'un genre de ligue qu'ils font en Angleterre. Et on va essayer de faire les 4 tournois de la ligue. Donc ça va être très cool. Tous les streamers que je suis, tu es le seul à réussir à penser mon pseudo d'une traite. Je m'entraîne. Je prends tous vos pseudos tous les soirs et je m'entraîne à les prononcer. Salut BG, merci pour le Prime, merci beaucoup. Donc non, tournoi organisé par Richie, si vous le connaissez, c'est un gros joueur et un gros organisateur en Angleterre. Donc série de 4 tournois en équipe et on va essayer de faire les 4. On a déjà les billets pour les 2 premiers, il faut que j'achète le 3e, je crois, qui est en vente. Et ouais, et puis le but, c'est bien sûr de gagner, hein, tout à fait. Et oui, sinon, on a eu une fac aujourd'hui, pareil. J'ai pas du tout le temps de la lire parce que j'ai bossé jusqu'à quasiment maintenant. Donc on va regarder ce qu'il y avait dans cette fac. J'ai juste vu sur le Discord que les Iron Joe avaient récupéré leur WAG de une fois par tour, mais sinon j'ai rien vu d'autre. Donc on va pouvoir regarder ça ensemble. Et après on démarrera l'émission sur Limited Resource. J'ai pas encore un format clair en tête, donc le premier sera peut-être un peu bordélique, mais c'est pas très grave. Et ça ne sera pas forcément que du how to play sur... l'idée que j'ai sur le format de l'émission, c'est plus... comment dire? C'est plus un format où ça va être explication de quelque chose avec support sur TTS. Et là, par exemple, on parle d'un battle plan Limited Resource, mais ça pourrait très bien être how to play, une liste du moment, quoi, par exemple, tu vois. Donc, ça peut être plein de choses. Il n'y a pas vraiment de limite, c'est plus le format, essayer d'expliquer quelque chose avec du concret sur TTS en live, et puis échanger avec vous sur le sujet pour répondre à vos questions éventuellement, et puis voilà. Et donc, je trouvais que commencer par Limited Resource, c'était une bonne idée, sachant que c'est un battle plan qui n'est pas le plus simple, qu'on a depuis 18 mois, et il y a encore des gens qui ne le jouent pas bien. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler ce soir, dans ce premier How to Play. J'ai craqué sur Endless Oruk d'après l'analyse du BT. Bah, c'est bien, ils sont bien les Endless Oruk. Est-ce qu'ils sont meilleurs que Morbid? Je sais pas, mais ils sont bien. Si Morbid continue à prendre des taquets dans la gueule, on sait jamais ce qui peut ressortir. Hein. Et sinon, je voulais parler d'autre chose. Attendez, une seconde. Non, on fera ça tranquillement lundi. Ok, bon.
On va démarrer sur la fac. On va voir un peu ce que Games Workshop nous a préparé. Bon. Alors, a priori, il y a eu une mise à jour des armées de renom de Ogre, Sob, Sylvanette, Nurgle, Luminette. Donc, pas une grosse mise à jour. On va regarder ça et je pense qu'on va passer par les Battle Profiles en priorité. Alors, toc. Donc, vous voyez rien, c'est trop petit, bougez pas. Pif. C'est un peu mieux. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je crois qu'il n'y a aucun point qui a changé de mémoire. Hein. Me semble. Hein. Vous me direz si je me trompe, mais il me semble qu'aucun point n'a changé. Ce qui est bien, on ne veut pas des points qui changent tous les mois non plus. On a eu un gros changement en décembre. On n'a pas besoin qu'il y ait à nouveau un gros changement maintenant. Ah bah ouais, tu sais, Belgique, j'ai toujours pas reçu les Stormcast. Hein. Toujours pas reçu les Stormcast. Ni STD d'ailleurs. Mais ça arrivera quand ça arrivera, hein, c'est pas grave. Ah si, bah, oui, il y a des changements de points, mais je crois que c'est ceux qu'on avait déjà. Oui, on avait déjà ces changements-là. Oui, c'est ceux qui étaient là plutôt dans le mois au moment de la sortie du Battle Tom, je crois. Donc rien de nouveau. Ça c'est, il y a des nouveaux régiments de renom. Attendez. Ah oui, ça doit être les nouveaux régiments de renom Rook. Ouais, c'est les 2 nouveaux régiments de renom Rook qu'on avait déjà. Tout ce qui est Legend, on s'en fout ici. Donc on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette fac. Je suis pas sûr du changement sur compagnon, mais grosso modo, ils essayent d'en faire finalement le truc qu'ils voulaient depuis le début, c'est-à-dire d'être pas affecté par tout ce qui est friendly, sauf ce qui est négatif. Donc, grosso modo, ça vous empêche juste les bonus alliés, a priori. Donc, rien de bien méchant. Hop. Pas grand-chose ici. Ils ont enfin délai ça parce qu'il n'y avait pas délai et du coup ça prêtait à confusion avec une mise à jour qu'ils avaient faite. On ne peut pas Covering Fire et redeploy. Salut Kun. Pif. Bah on va aller voir hein. Kim Tanashino. On va aller voir. Mais pour l'instant il n'y a pas grand chose de touché, hein, ce qui n'est pas étonnant pour une fac de janvier. Updated. Je pense qu'il n'y a rien d'updaté là-dedans. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'updaté. Bon, si vous savez où est-ce qu'il y a eu un changement ici, vous me dites, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui ait changé. Ici, qu'est-ce qu'ils ont changé? Ah, c'est pas mal ça. Merci Alfie beaucoup, merci pour les 5 subs offerts à la communauté. Merci beaucoup Alfie. Extrêmement plaisir. Ça régale. Il me semble qu'il n'y avait pas le non renforcé. Donc grosso modo, les nerfs des dragons Stormcast et potentiellement des Mind Crusher mob renforcés, j'imagine. Je sais même pas si on peut les renforcer. Salut Lucas Tudor, pardon. Sylvain, salut. Bon, c'est un bon changement. Je trouve que c'était un peu débile sur un pack de dragons renforcés. Donc c'est un bon changement.
Est-ce que quelqu'un va vraiment le voir? Je suis même pas sûr qu'on va beaucoup le voir, mais disons que c'est un changement préventif, quoi. Je vois pas s'il y a eu autre chose, mais j'ai pas l'impression. Si on n'a rien. Vous pouvez faire un redeploy, ça s'applique pas aux unités cardan transportées. Non, puisqu'ils n'ont pas redeploy. Les unités transportées n'ont pas redeploy. Le redeploy n'a affecté que le bateau. Mais les crochets ne sont pas renforçables, ça marche. Merci Zengdar. Bon, toujours pas de modif ici. Très peu de modifications finalement. Le Shrine Minor, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, il peut plus charger le Shrine Minor. Ce qui est bien. Hein. Ce qui est bien, le Shrine Minor ne peut plus charger. Bon, bah, grosso modo, il peut juste bouger. Il peut juste bouger, courir, retraite. Et c'est tout. Hein. J'ai l'impression. Salut Captain Kiwi. Peut peut-être faire autre chose, mais bon, ça enlève encore plus des choses parce que effectivement, le fait qu'il puisse charger, c'était un peu fort. C'était contextuellement fort, c'était pas non plus. Mais bon, ça restera un petit peu le champ d'action du Shrine Minor, ce qui est pas une mauvaise idée. Rotigus, le déjeuner Nurgle. Je sais pas ce qui a changé. Peut-être une clarification. Il y a quoi qui a changé Doc Jackal, toi qui l'as relu 10 fois? Salut Zazou. Zazou, t'as vu, ils ont toujours pas nerfé les loups. Hein. Mais bon, t'as bientôt un nouveau Battle Tom. Imagine, dans le nouveau Battle Tom, les loups, je sais pas, ils perdent un truc. Là, tu jettes le Battle Tom, je pense. Wording pouvait laisser comprendre qu'on soignait toutes les cibles pour chaque cible. Ok. Bon, juste une manière de clarifier, quoi. L'arbre devient covering stable. Ok, une clarification. Imagine les loups gagnent des engages. Mais pour qu'est-ce que tu racontes, Zazou? Il est fou. Les loups, alors ça dépend. Si tu les mets à 300 points les 10, moi je veux bien leur donner des engagés charges. Si on peut jouer comme ça demain avec des loups à 300 points avec des engagés charges, moi ça me va. Sinon on a la Mopite qui récupère également. Est-ce que c'est toute la règle qui est nouvelle? En tout cas, il récupère cover and passable et je sais pas si ce qui était en dessous c'était déjà changé ou pas. Bon, ça doit être juste une clarification, je sais pas si c'était déjà là. On a une update ici de la Gargant Charge. Pas trop ce qui a changé sur Discorpo. Il y a Discorpo qui était flagué avec un changement là? Non, c'est le Discorpo, c'est pas changé. C'est l'arbre qui a gagné, l'arbre Nurgle qui a gagné Cover and Stable. Change Gargant ability to pin number of enemy within 1. C'était pas One Spartan Army avant? Ah, en fait, avant c'était un Rampage, donc ils pouvaient pas le doubler, qui était pas en One Spartan Army. Là, ils l'ont enlevé de Rampage pour le mettre en One Spartan Army, donc vous pouvez faire ça plus un Rampage. En fait, c'est un up. C'est un up, c'est pas mal. Non, c'est bien pour les gens. C'est plus un Rampage déjà avant? Bon, moi j'ai rien dit. J'en sais rien alors.
Salut Kelgart. Mais ça a l'air ok, quoi. On va se faire turn, ok. Parce que c'était peut-être trop broken de balancer full mortal, mais bon. Après, je ne sais pas. Salut PVT Doobs. C'est Annie, du coup. Attends, quoi? Avec le CX? C'est Annie, donc en gros, tous les mecs le font quand même. Ah oui, mais tout le monde le fait du coup. Parfait. Ouais, t'as bien vu, Lex. Du coup, en fait, tu vas le déclarer une fois. Alors par contre, t'es obligé de le faire en une fois. Tu peux pas charger, faire des dégâts, recharger, faire des dégâts. Tu full tout charge et ensuite tu fais tous les dégâts. Ok, ok. C'est pas mal, hein. C'est un bon up. Hein. C'est un bon up du coup. Hein. T'es obligé de. Tu fais toutes tes charges et après tu prends toutes les unités qui sont à 1 pouce d'un truc qui a chargé. Pas mal, hein. Je sais pas si c'est un up par rapport à ce qui était avant parce que je me souviens plus du texte d'avant parce que des géants, j'en ai pas affronté en V4. Mais ça ressemble à un up. J'en ai Lex le Lynx. Mais tu peux, hein. Je crois que tu peux rename sur Twitch, il me semble. Ok, bah c'est pas mal. En Awaken Wildwood, on a un changement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont changé? Oui, tu peux pas stacker les D3BM. C'est bien, mais je sais pas si tu pouvais le faire avant, si c'est quand c'est un rampage. Bon, bref, en tout cas, c'est plus clean, c'est fait qu'une fois, quoi. Ah, je crois que je sais le changement. Il me semble que c'est entre autres ça qui avait été rule l'inverse dans la OSFF. Et là, tout l'intérieur, c'est une forêt, ce qui avait été rule autrement. C'est intéressant comme changement. Et je trouve ça bien comme changement. C'est plus facile d'être Holy Within, la forêt. Ouais, j'ai additionné la piscine. Donc ça, va falloir que la SFF change sa fac. C'est un petit up de Sylvanette, je dirais. Ça évitera de se mettre en bancal sur les racines. Si elle, on peut plus tirer au cac dans les forêts Sylvanette. Oui, exactement, Romain. Comme dans toutes les autres forêts, quoi, finalement. Qui est cohérent dans l'ensemble, ce qui rend plus cohérent l'ensemble des décors. Après, le fait qu'on peut pas tirer au cac dans les forêts, c'est un autre débat. C'est un effet de bord, on va dire. Qui est malheureux, mais qui est très peu gênant. Ensuite, on a eu une fac, des facs sur certains faction packs pour fake. Est-ce qu'on peut utiliser Master Guard, dépenser 0 points et utiliser pour... non, bah non, si tu veux rajouter des choses, t'es obligé d'en rajouter au moins un. Ok, bon, très clair. J'ai vu personne tenter de le faire, donc bon, ça me... Voilà, pas de débat, personne le faisait, je pense, donc au moins ça clarifie. Can models and the move in the open space underneath social luminor? Yes. Bah oui. Ok, oui, bah oui, en fait. Oui, bah pas trop de débat là-dessus. Très bien, rien à dire. Salut Simon. Est-ce que tu as déjà updaté la fac à ESFF concernant les forêts sylvanettes? Sinon, au travail. En armée de renom, qu'est-ce qu'on a qui change? J'ai aucune idée de ce que ça faisait avant. Et bon. L'exploitation des bénévoles, c'est pas bien. Salut Talvion. On se met dans une demi-heure. Ouais, ça va. En plus, il y a quasiment rien dans cette fac. Hein.
Ouais, pour le changement de l'armée de renom, j'ai aucune idée de ce que ça implique. Et je suis pas sûr que qui que ce soit on aura une idée, puisque je suis pas sûr qu'elle soit très jouée, cette armée de renom. Après, je peux me tromper, hein, mais en tout cas, j'ai jamais vu sur table. Donc, très dur de savoir ce que ça fait. Faudrait que je creuse. Mais bon, tant qu'on verra pas cette armée de renom en compétitif, je regarderai pas plus que ça parce que j'ai d'autres choses à faire. Côté Iron Joe, on a une petite errata. Donc la WAG repasse en One Spartan Army, on s'y attendait. Et on a... Oui, bah ça c'est la classique aussi, qui avait déjà été fac avant et qui remettent. Pour pas glitcher, quoi. Parce que sinon tu pouvais charger... tu peux utiliser la charge ability depuis n'importe où sur la map et ne pas charger et ça te donnait des points. Donc ça c'était déjà faqué avant. Donc ça c'est juste une reprise des facs du faction pack. Hein. On n'a rien sur le Skaven. On a des choses sur Step to Darkness. Ok, c'est un peu mieux écrit. C'est un peu mieux écrit aussi, j'ai l'impression. Je crois que c'était une fac qui avait déjà eu au Faction Pack et c'est juste le Friendly qui a été rajouté, il me semble. Rien pour KB. C'est normal, je pense que Rook ça viendra dans le patch d'après. Là, tu vois, on vient d'avoir les facs de. On vient d'avoir les facs de Slave to Darkness, BG. Donc ça me surprend pas que ça arrive pour plus tard. Donc à mon avis, ça sera faqué. Ça sera faqué dans la fac de février, j'imagine. KB. Histoire qu'on comprenne comment jouer le Sludge Raker. Bah, je pense, hein, regarde, t'as vu le truc Slave to Darkness, il est en retard, entre guillemets. Donc ça me surprendrait pas que ça soit dans la fac de février. Hein. Tout ça c'est pour simplifier. Ça, c'est parce que parce que t'avais plus besoin d'avoir de bannière pour la bannière de Slanesh. Bon, ça change pas grand-chose. Les gens, tu dois retirer la bannière en dernier. Bon, c'est ce que déjà les gens faisaient. Raptorix, ça avait déjà été clarifié. C'est juste qu'il y avait la note pour la WAG à tous les tours pour les EG. Ouais, je sais, mais en fait, ça, c'est... En fait, ça, c'est déjà les... En fait, ce qui est là, pour moi, c'est les faction pack, enfin, les errata de faction pack qui changent vraiment fondamentalement le gameplay et ils voulaient pas que ça traîne. Parce que ça change vraiment le gameplay, tout ça. Enfin, ces deux trucs changent beaucoup le gameplay. Et donc, je pense qu'on aura quand même une fac en février. Concernant First Prince, ça ressemble à une clarification. J'avoue, j'ai pas lu. Je lirai probablement Legion of First Prince que lorsqu'il y aura un match contre. Mais j'imagine que c'est une clarification sur comment ça fonctionne. Il peut rediriger des choses, enfin des dégâts sur des autres unités. Il y avait peut-être un glitch dedans, mais en tout cas, ils ont fixé. Les Arata Oroth n'ont pas le tag new d'ailleurs. C'est normal, elles sont pas nouvelles, Simon. C'est les Arata qu'on a depuis 5 mois. Donc c'est normal, t'inquiète pas. Non, je pense qu'ils se sont vautrés. Je pense qu'ils ont oublié le new. En fait, je sais pas comment ça fonctionne chez eux, mais comme c'est des errata qui sont déplacés depuis Faction Pack vers une autre section, peut-être qu'ils ont juste oublié le flag new ou le flag new ne s'est pas mis. Enfin, difficile à dire. Mais bon, ça me surprend pas qu'il y ait des micro-erreurs, ça arrive souvent, c'est pas très grave. Ensuite, dans les frequently asked questions, unité. Can you use Splash to Chaos ability or it is not on the battlefield? Non, bah ok, très bien, normal. Est-ce qu'on peut set up multiple units dans une Silver Tower? No. Ok, ça c'est bien, j'étais pas sûr. Can you include more than one uncensored banner in my Self Darkness? No. Ok. Je sais pas qui voulait en mettre plusieurs, mais non.
Et on peut mettre des régions de renom dans les Légion de Force. Ok, très bien. Merci beaucoup Talvion pour les 5 subs. Merci beaucoup, ça régale la communauté qui récupère plein de subs. Merci à toi Talvion. Donc rien d'extrêmement intéressant côté Sea of Darkness. Côté Stormcast, Lord Imperator que j'ai pas vu sur table depuis le début de l'année est passé en Once per Battle Army au Your Movement Phase. Je sais pas ce que c'était avant, mais bon, le fait que ce soit Once per Battle Army Your Movement Phase ne me choque pas, donc on va dire que c'est bien. Et là, c'est une clarification sur la Ruination Chamber. Les choses, par exemple, prenez la Nova de Teclis. Si vous êtes ciblé par ça annule pas toute la Nova, ça annule juste les dégâts sur votre unité. Voilà, pas trop de débat là-dessus. Ok. Bon, bah c'est très, très succinct comme fac, hein, mais bon, en même temps, on veut pas une grosse fac tous les mois. Donc moi, je préfère qu'ils aient un rythme de 3 mois sur les grosses facs. Et même si on espérait les facs au RUC, je suis persuadé que ça sera en février. Un peu tard, mais bon, c'est la vie. Et du coup, oui, je suis plutôt content que ce soit pas une maxi fac. Moi, j'ai pas joué encore un tournoi avec la fac. Donc ça m'aurait fait chier de devoir déjà changer des trucs. Après, j'ai joué des games, mais même pas tant en vrai. Hein. Comme j'ai eu la L1 jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'ai pas joué beaucoup de games. Malheureusement. Mais bon, bref. Toujours est-il que petite fac, Ogre, on a vu les updates, Armée de renom, tout ça. On a vu toutes ces updates hein, dans les Battle Profiles, donc il n'y a pas vraiment de secret. On a tout vu. Hein. On a tout vu, petite fac sympa, voilà. Bon, du coup, si personne n'a de questions sur la fac, on va passer tranquillement à Limited Resources. Donc, bon, déjà, on va faire un petit topo sur... Putain, j'ai pas le côté avec les décors, c'est dommage. Je vais vous rajouter les décors parce qu'ils sont relativement importants. Grosso modo... Vous avez un gros décor par là de mémoire. Vous avez un petit décor ici. Je le fais de mémoire. Je peux me tromper. Il me semble que vous avez encore un petit décor par là. Et vous avez des forêts qui, je crois, sont par ici. Ouais, ça semble logique. Hein. Pire scénario de la saison, le meilleur scénario de la saison. Un truc comme ça, quoi. Bref. C'est artistique. Du coup, quel est le principe de ce scénario ? Le principe de ce scénario, c'est que les objectifs, quand vous allez les scorer, si vous les scorez et que vous le contrôliez à votre dernier tour, vous ne pouvez plus le scorer. Et vous ne pouvez même plus le contrôler. Vous pouvez uniquement le contester. Il y a beaucoup d'implications à ça. Déjà, il faut bien comprendre que sans token, c'est un enfer de suivre quelles sont les choses. Parce que, imaginons, hop, mettre ça sur le côté, vous avez un objectif ici. Par contre, je peux pas mettre là, c'est mieux. Et je peux pas. J'aimerais bien avoir un carré. Voilà. Non, bon. Bon, alors ça sera pas un très bel objectif, c'est pas grave. On s'en fout, c'est votre objectif. Donc, si vous le contrôlez, imaginons vous avez le top T1. Donc, vous le contrôlez quand je dis top T1, bottom T1, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Je vais juste faire un résumé. Alors, hop, pif. Dans un round 1, il y a
top T1, bottom T1. Donc grosso modo c'est facile, hein, c'est le top T1 c'est le premier joueur du round 1 qui joue et le bottom T1 c'est le deuxième joueur qui joue. Donc c'est plus facile de décomposer les tours comme ça. Donc ensuite il y a top T2, bottom T2, bottom T2. Ensuite on a top T3, etc. etc. Bref. C'est juste que je vais utiliser ces termes et donc j'ai quand même besoin que vous les compreniez. Donc, grosso modo, imaginons, vous prenez cet objectif au top T1. Donc vous, on va dire que vous êtes bleu. Prenez l'objectif ici. D'accord ? Attendez, on va faire autrement. On va faire... On va prendre le match-up de demain contre Zazu. On va dire que comme joueur, on a joueur 1, Zazu, joueur 2, Spoon. Donc imaginons que là, top T1, je prends l'objectif. Alors attendez, on va écrire qui joue dans quel ordre. Top T1, joueur actif c'est Spoon. Ensuite ici on va dire que c'est Zazu. Ensuite ici on va dire que c'est Zazu pour les Spoon. Zazu. Voilà. Donc on va dire que là j'ai eu la prière ou j'en sais rien, il a eu la prière, il me l'a donné, on s'en fout. Grosso modo ça s'est enchaîné comme ça. Donc imaginons que je prends l'objectif T1 ici. Donc T1 j'ai l'objectif. Ensuite, Zazu vient et me reprend l'objectif. Je sais pas pourquoi je fais des ronds noirs là. Il reprend l'objectif, il a le contrôle de l'objectif bottom T1. Pif, attendez. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Hop, je vais l'écrire, ça sera plus simple. Contrôle. C'est bon. Ici, Zazu, il reprend l'objectif. Ce qui n'est pas une bonne chose, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Donc, imaginons que moi, ici, il a repris l'objectif et derrière, moi, j'ai très envie de me battre contre ce qui est là-dessus et du coup, je vais reprendre cet objectif. Donc là, si on a ici, dans cette config-là, si vous lisez bien le scénario, eh bien, l'objectif ici, il est brûlé pour moi. Parce qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir le contrôle en continu objectif, c'est de checker si vous aviez le contrôle à la fin de votre dernier tour. Donc là, on regarde, la fin de mon dernier tour, c'est la fin du top T1 et j'avais le contrôle. Donc là, si je le contrôle, ça brûle l'objectif, même si Zazu en a repris le contrôle pendant son tour. D'accord ? Et c'est également vrai si jamais on inverse ici. Si jamais on se dit ici, c'est le tour de Zazu qui garde l'objectif ici. Lui, forcément, il garde l'objectif parce que, bon, voilà. Lui, ça va le brûler pour lui. Parce que lui, il l'avait bien ici. Et là, moi, ça va quand même me le brûler aussi si je le reprends tout de suite. Parce que je l'avais sur le contrôle de mon dernier tour. Si je veux pas qu'il soit brûlé, j'ai pas le droit de le contrôler à mon T2. À mon T2, il faut que je ne le contrôle pas. Ce qui veut dire qu'à la fin de mon T2, je le contrôlerai pas. Et ensuite, T3, je peux le contrôler à nouveau sans le brûler. C'est très important de bien comprendre comment s'enchaînent les contrôles d'objectifs et quelles sont exactement les conditions pour que l'objectif brûle. Grosso modo, il faut toujours savoir qu'est-ce que vous contrôliez à la fin de votre tour précédent, qui soit que ce soit le tour d'avant, le tour il y a 2 tours ou le tour il y a 3 tours. Parce que là, c'était il y a 3 tours, par exemple, dans cet exemple. Ok ? Donc c'est toujours ça qu'il faut. Donc en fait, ce contrôle ici, il faut le traquer jusqu'à la fin de mon bottom T2. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un moyen de traquer ça. Sinon, vous allez vous vautrer à certains moments.
Donc déjà, ça c'est crucial. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas jouer le scénario. Une fois que vous avez compris ça, bah, il va falloir réfléchir à comment on joue sur le scénario. Parce que, bah, fatalement, là, si vous voyez, il y a 6 objets. Imaginons que je veux faire mort et que l'adversaire en a 2. Si j'en prends 3 et que derrière, je n'en rends pas le contrôle, sachant qu'on ne peut pas rendre le contrôle volontairement dans AOS, hein, c'est pas comme dans 40 000, les objectifs, ils restent à nous. Bah, ça veut dire que là, je peux très bien démarrer mon T3 avec uniquement ces 3 objectifs-là dispo pour scorer. Si jamais j'ai voulu prendre les 3 pour faire mort. D'accord ? Donc c'est un scénario où il faut réfléchir en avance à ces tours. C'est aussi un scénario où, comme souvent vous allez avoir des objectifs et ils vont brûler après les avoir scorés, bah ça va être pas très dur pour l'adversaire de scorer un mort, parce que là en fait, si vous voyez, imaginons ici bottom T2, là j'ai ces 3 objectifs là qui brûlent, bah en général j'ai pas de modèle sur les 3 autres objets. Donc grosso modo l'adversaire, moi pendant le tour de l'adversaire, je vais contrôler 0 objectif. Donc c'est très simple pour l'adversaire de faire mort. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. De cela découle pas mal de choses. Alors, sur l'enchaînement des tours. C'est un scénario où avoir la priorité, c'est très très fort. Pourquoi ? Ben, c'est extrêmement simple. Regardez cet enchaînement de tours-là. Là, on prend l'enchaînement de tours ici. J'ai pas du tout joué correctement. C'est pour ça qu'on fait un point, Illis. Hein. C'est pour que vous le jouiez correctement. Donc, regardez cet enchaînement-là. Cet enchaînement-là, il est extrêmement défavorable pour Zazu. Là, imaginons, là, grosso modo, ici, si on roll la prio et que c'est moi qui ai le tour, 100% du temps, je vais pouvoir la donner à Zazu parce que ça veut dire que tous les objectifs qu'il a pris à son tour 1, ils vont être cramés directement. Et ça, c'est très très fort, si vous pouvez vous le permettre, de donner un double tour sur Limited Resource. Parce que ça veut dire que les objets que l'adversaire a pris, ils vont être cramés directement pour l'adversaire. Après, vous pouvez aussi les lui laisser si il n'y a pas de double tour. Mais le fait d'avoir cet enchaînement-là, c'est extrêmement défavorable pour Zazu. Ce qui veut dire que souvent, alors ça dépend de combien d'objets il a pris T1, mais ce qui veut dire que souvent, ça va être très difficile de prendre un double sur Limited Resource. La seule raison de prendre un double sur Limited Resource, c'est si vous table rasez l'adversaire. Bon, après, que vous ayez du primaire ou pas, c'est moins grave. Vous pouvez gérer votre primaire un peu plus sereinement. Ça, c'est la première conséquence, c'est que l'enchaînement des tours, c'est extrêmement important. L'enchaînement, la prio sur Limited Resource, et gérer la prio correctement, c'est crucial pour gagner sur ce scénario. Donc, donner le tour 1 sur Limited Resource, c'est pas toujours la meilleure idée. Donner le tour 1, c'est le confort. C'est ce que font énormément de joueurs qui ont le choix. Ils donnent le tour 1. C'est très, très, très souvent le cas. Pas toujours, mais c'est très souvent le cas. Sur Limited Resource, donner le tour 1, c'est pas toujours une bonne idée. Pourquoi ? Parce que le joueur qui a le tour 1, il a un peu plus de probas de gagner le toss T2. Pourquoi ? Parce qu'il gagne les égalités. Donc, il a des probas non nuls de pouvoir avoir cette configuration ici d'enchaînement de tours. D'accord ? Il a une proba de, je crois, 55% de chance ou 57%. Donc, c'est plus que la moitié. Donc, donner le tour 1, c'est quand même s'exposer à des petits problèmes en termes de scoring d'objectifs sur le long terme de ce scénario. Il y a des moyens de donner le T1 et de ne pas subir ça. On va y venir. Parce qu'on va faire un topo si vous êtes premier ou deuxième joueur, comment jouer sur le scénario, vous inquiétez pas. Mais il faut vraiment avoir conscience du fait que la prio est hyper importante et que du coup, donner le tour 1, c'est pas toujours une bonne idée. Pas dire que c'est toujours qu'il faut toujours le prendre. Du coup, il faut mieux pas poser ses fesses sur les 2 objets maison directement au déploy. Il y a plein de stratégies possibles. On va y venir. On va y venir sur le déploiement, tour 1, tour 2, comment gérer tout ça. Vous inquiétez pas. Nous avons le temps.
Donc, première conséquence de ce scénario, c'est que l'enchaînement des tours est très important et bien comprendre les opportunités de donner des doubles sont très importantes. Et si vous voulez donner un double, ça veut dire qu'il faut que vous placez pour pouvoir le faire. Parce que si vous donnez un double ici, mais que vous faites table rasée, oui, bon, ok, vous avez cramé 2 objets chez l'adversaire, mais vous n'avez plus d'armée, quoi. Donc, lorsque vous comprenez bien que avoir le luxe de donner un double tour, c'est super fort, il faut savoir se positionner pour pouvoir le faire. De même manière, là, Zazu, il se rend bien compte que si je lui donne un double, il est dans la sauce. Donc, il faut qu'il m'empêche de lui donner le double. Donc, il faut qu'il puisse se positionner de manière agressive. Ou faut que le double tour soit beaucoup trop létal pour que j'ai pas envie de le faire. Ok ? Donc, il y a des moyens de jouer autour de ça. Mais grosso modo, l'enchaînement des tours, il est beaucoup plus complexe sur Limited Resources que sur les autres scénarios. Il y a beaucoup plus d'avantages. Donc, ça, c'est la première conséquence de ce scénario. La deuxième conséquence de ce scénario, c'est que avant jusqu'au T4, d'une manière générale, vous ne voulez pas faire Attack on Two Front. Attack on Two Front, ça vous oblige à reprendre un objectif à l'adversaire. Reprendre un objectif à l'adversaire sur ce scénario, si vous le faites T1, il y a de fortes chances que vous perdiez la game. Donc, c'est très Attack on Two Front, c'est quasiment une tactique morte sur ce scénario. Il y a des moments où vous allez le faire, mais ça devrait être très rare. Attack on Two Front, dites-vous bien que ça peut vous faire perdre la game sur le long terme. Il vaut probablement mieux drop une tactique T1 que de faire Attack on Two Front. Sauf si vous savez ce que vous faites, bien sûr. Mais faut en être conscient que reprendre un objectif sur Limited Resources, il faut l'éviter à tout prix. Parce que si, ici, par exemple, imaginons Zazu reprend l'objectif, là, en fait, je suis pas obligé de reprendre ici comme un gros faisant, quoi. Là, je peux juste faire autre chose, aller prendre un autre objectif. Et du coup, ça veut dire qu'à partir du T3, l'objectif, il est dispo pour moi, il a reset, si vous voulez. Donc, reprendre l'objectif à quelqu'un, il faut éviter au maximum de le faire. Mais ça veut aussi dire que des fois, vous allez prendre votre objectif, par exemple, vous allez prendre, mettons, l'objectif là, T1, avec une petite unité pourrie, et vous savez très bien que si l'adversaire il veut vous tuer l'unité, il va devoir reprendre votre objectif. Donc, en fait, il faut vous débrouiller pour que votre unité ici ne puisse pas être chargeable sans que l'adversaire mette un pied dans l'objectif. Parce qu'à partir du moment où l'adversaire est obligé d'aller sur l'objectif, s'il vous lave votre unité, il reprend votre objectif. Donc certes, il gagne un petit peu à l'attrition, mais il vous donne un avantage de primaire sur la partie. Donc, faut bien s'en rendre compte que vous pouvez jouer en essayant de forcer l'adversaire à vous reprendre des objectifs. Après, il faut avoir des unités à sacrifier, ce qui n'est pas le cas de toutes les listes. Hein. Mais c'est quand même assez important à considérer. Donc ça, c'est un autre point très important sur ce scénario. Attack on Two Front, non. Sauf si vous savez vraiment ce que vous faites. Mais d'une manière générale, non. Et reprendre des objectifs, il faut éviter à tout prix. Jusqu'au moment où ils sont cramés, bien sûr. Au moment où ils sont cramés, après, vous pouvez les reprendre. C'est moins important. Salut Chalken. Donc, grosso modo, ça, c'est un peu les points clés importants à savoir sur Limited Resources pour quelqu'un qui est... pour vous, quoi. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu de déploiement, de conséquences de déploiement. Et vous allez voir que ce scénario, c'est le scénario où le déploiement est le plus intéressant. Et même les tours 1, il y a vraiment une grosse interaction sur ce scénario entre les joueurs. Salut Simon. Amusez-vous bien. Salut Promo Champi. Donc, il faut bien comprendre que sur ce scénario, c'est là où vous allez le plus réfléchir avec votre adversaire. Donc,
peut pas reprendre un objet qu'on a cramé. Non, tu peux juste le contester. Alors, attendez. Je lance TTS. On va essayer de faire des déploiements. Alors, hop. Vous voyez rien, c'est normal, bougez pas. On voit pas vraiment, on voit pas très bien. Bon, c'est pas grave. Si je fais ça, on voit quelque chose ou pas? Pas vraiment. Bon, alors attendez. Hop, hop. Voilà. Incroyable. Alors, je vais juste mettre les décors. Voilà. Et je sais même pas comment je mets les zones de déploiement. Je suis censé les mettre comme ça. Pourquoi il veut pas me les mettre? Ah, comme ça. Voilà. Donc, on va aussi prendre des armées. Bougez pas, je vais prendre juste des modèles, on s'en fout. Merde, une connerie, je voulais pas faire ça. Je vais pas ramener Beast of Chaos là, hein, ça me... Bon, tant pis, ça sera Beast of Chaos. Surtout que bon, la chimère, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Bref, c'est pas très grave. L'important, c'est un peu de vous montrer ce qu'on peut faire en termes de déploiement. Les modèles ne sont pas importants, l'armée n'est pas importante, c'est juste pour qu'on visualise bien ce qui est possible de faire d'un côté comme de l'autre. Donc, grosso modo, là, on voit que dans les zones de déploiement, on a accès à 2 objectifs. On a accès... Putain, par contre, j'ai réussi à prendre les figues en 2D dégueulasses, là. Je vais prendre autre chose, hein. Salut, Brax. Merci. Attendez, je vais prendre des figues qui ressemblent à quelque chose qu'on voit en 3D, parce que là, ça me frustre. On va prendre lunettes, tiens, c'est très bien. On verra un peu quelque chose, au moins. Et puis là, il y a quoi d'autre comme armée qui est modélisée correctement? Est-ce que STDC est modélisé? Oula. Ça va tomber ou pas? Ah, j'ai la moitié qui vont tomber, qui vont réapparaître quelque part. Est-ce que je peux juste les empêcher de tomber, peut-être? Voilà! Je les ai saisis au vol. Incroyable. Bref. Donc, hop, toc. On s'en fout, c'est juste histoire de voir quelque chose. Donc... Comme vous voyez, on a 2 objectifs dans la zone de déploiement et c'est un jeu avec l'adversaire. Donc on va imaginer que le joueur bleu il est en 2 drops et que le joueur rouge est en 1 drop. Le joueur bleu, quand il commence, il veut pas montrer s'il prend des objets ou pas, parce que c'est un avantage de ne pas montrer cette information. Donc la première pose du joueur bleu, elle doit se faire, si possible, en dehors des 2 objectifs, et si possible en cassant son 2e régiment de manière intelligente, en faisant un truc... alors là, évidemment, je vous fais pas un vrai déploiement parce que ça dépend des listes, ça dépend de masse de trucs, mais grosso modo, si possible, la première pose du joueur bleu, elle doit être en dehors des objets pour pas donner d'infos à l'adversaire. Ensuite, l'adversaire qui doit faire un one drop, il a plein de possibilités. Première possibilité, il prend aucun objectif. Donc, imaginons, il arrive, il prend, hop, on s'en fout. C'est juste histoire d'avoir des choses. Évidemment, les armées sont plus grosses, mais on s'en fout. Il prend aucun objectif. Donc ça, c'est premier choix, prendre aucun objectif. Si vous voyez que votre adversaire ne prend aucun objectif, vous savez qu'il a une possibilité de vous donner le tour et de redeploy une unité. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'il aura maximum un objectif. Il n'est pas obligé de le faire. Donc, ce qui est intéressant dans ce jeu de dupes, c'est que si vous vous dites, bah, il va avoir un objectif, donc il m'en faut 2,
Ça veut dire que vous allez prendre 2 objectifs. La première chose que je conseillerais, c'est de réfléchir à comment votre armée va vouloir jouer la map, avant de réfléchir aux objectifs. Je vais m'expliquer. Par exemple, moi j'ai joué Slave to Darkness à la L1 avec Be'lakor et des Chosen. Et grosso modo, Be'lakor, Chosen, Vanguard. C'est une liste bunker jusqu'au moment où vous voulez agresser. Donc ce que ça veut dire, c'est que ça va rester un peu au même endroit jusqu'à un moment X ou Y où je vais vouloir envoyer des choses dans l'adversaire. Pour ce type de liste, et il y en a plusieurs, il faut se donner des opportunités pour scorer à T3, T4. Donc grosso modo, ce que ça veut dire, moi ce que j'aime bien faire, en général, c'est assez chiant de ne pas se déployer sur cet objectif-là. Et donc ce que j'aime bien, c'est de me déployer sur cet objectif-là avec toute l'armée. On s'en fout, je vais prendre des trucs au pif, mais hop. Ouais, ça fait un peu beaucoup de modèles. Toc. Ah, on s'en fout. J'aime bien me déployer ici. Et en fait, ça fait plusieurs choses. Bon, ça commence à cramer cet objectif, ça, c'est pas le plus grave. De 2, ça veut dire que l'adversaire, s'il prend le tour, il va devoir prendre 2 objectifs s'il veut faire le mort. Sinon, en fait, s'il prend un seul objectif à son tour, que ce soit celui-là ou que ce soit un autre d'ailleurs, ce qui est intéressant là pour l'adversaire, c'est qu'il peut directement, s'il a le mouvement, aller prendre celui-là. Vous voyez ? Voire même prendre celui-là. D'ailleurs, c'est peut-être ça le meilleur move. Hein. Si jamais je suis déployé comme ça et que l'adversaire prend l'objectif pour une raison X ou Y, le meilleur move, c'est probablement de prendre ces deux objectifs-là. Et du coup, là, comme ça, il score maximum de points. Parce que tu as aussi une option ici pour te mettre là et faire un redeploy pour rentrer dedans et empêcher l'adversaire de scorer le max de points. Le problème, c'est que ça te fait cramer quasiment de manière certaine tes objectifs ici, donc tu vas quasiment jamais vouloir faire ça. Donc si tu te déploies ici, l'adversaire, s'il décide de prendre le tour, son meilleur plan, c'est de faire ça. Très probablement. Comme ça veut dire que les objets chez lui, ils sont pas touchés. Maintenant, on va dire que donc ça, c'est si vous voulez jouer en bunker et que vous avez besoin de jouer en centre de map. Il y a des armées très rapides qui n'ont pas besoin de jouer en centre de map. Si vous n'avez pas besoin de jouer en centre de map, vous pouvez vous positionner différemment. Vous pouvez clairement faire un truc comme ça. La problématique de faire quelque chose comme ça, c'est que vous êtes assez loin. Vous êtes quand même vraiment loin de ces objectifs-là et là. Et ça, c'est un peu un problème. Vous pouvez aussi séparer votre armée, mais en général, dans la méta actuelle, avoir une armée split, soit vous avez une petite unité qui ne vaut rien ici pour aller faire des trucs, soit si vous splittez votre armée en 2, je trouve ça assez difficile. Il y a assez peu de listes qui supportent d'avoir l'armée splittée en 2 tôt dans la partie. Donc c'est assez rare dans la méta actuelle d'avoir une armée qui se split vraiment en 2. Donc en général, vous allez quand même vouloir vous déployer centré, parce que ça vous donne accès à beaucoup d'objectifs, et vous pouvez même mettre une unité rapide qui peut être par là, pour pouvoir aller éventuellement chercher cet objectif-là au tour 1. Donc imaginons, vous avez une armée comme ça. Donc en termes de déploiement, moi j'aime bien, après ça dépend des armées, mais moi j'aime bien prendre un objectif qui est celui-là, parce que pour plusieurs raisons. Parce que celui-là, je sais que soit je joue une armée qui va pouvoir jouer en bloco, c'est du coup avancer comme ça, avancer et prendre les objectifs au fur et à mesure, vous voyez. Soit vous pouvez jouer différemment et avoir directement une unité rapide qui vient chercher cet objectif-là. L'objectif, normalement, quand vous jouez, c'est d'avoir au moins un de vos 2 objectifs ici qui n'est pas pris T1. Et c'est vrai des 2 côtés. Si vous prenez les 2 objectifs là T1, vous allez avoir une game qui est vraiment pas simple parce que l'adversaire, c'est extrêmement simple de défendre contre ça. Il a juste à se battre au milieu. Genre, il a juste à se battre au milieu par là. Et il y a un moment, vous allez trop galérer en scoring, en fait. Donc, grosso modo, il y a des fois où vous voulez prendre 0 objectif au déploiement. Et souvent, vous allez prendre celui-là.
souvent. Alors, imaginons, on s'en fout, il s'est déployé comme ça. Et je vais vous expliquer un peu, comme exemple, ce qui s'est passé dans ma partie contre Zench, parce que c'était très intéressant. Dans ma partie contre Zench, moi j'avais un blocos Bellacor, on s'en fout, bon c'est un blocos ici. J'avais des Furies, mon unité rapide, on s'en fout, ça va venir par ici. Et grosso modo, en face j'avais du Zench qui avait des portées de tir les Flamers, c'est quoi? Ça bouge de 8 ou ça bouge de 6? Bon, ça avait des portées de tir que je pouvais mesurer, genre de 24 pour les Zangor. Comptez move plus tir, Kun, donc je sais pas de combien il bouge de au moins de 6, donc c'est 18 ou 20, je sais plus exactement, ou voire même 21 s'il bouge de 9. Mais grosso modo, j'avais des portées de tir qui se mesuraient. Et moi, T1, le seul truc que j'ai fait... Tu fais quoi comme tactique, T1 ? Ah oui, j'ai fait les flancs. Parce que c'est très facile. En fait... être deuxième à déployer, c'est quand même plutôt cool ici. C'est un des rares scénarios où être one drop. Alors, être one drop, c'est très fort, mais c'est moins fort sur ces scénarios. Parce que là, vous voyez tout ce que l'adversaire fait, vous pouvez vous déployer en conséquence. Donc là, s'il fait ça, là, grosso modo, vous faites unité rapide 1 ici, unité rapide 2 ici, et votre gros blocos ici, toutes vos unités ici en blocos. Et en fait, ce que vous pouvez faire, T1, c'est vous faites les flancs, vous faites une unité qui vient et qui fait ça. Voilà. De l'autre côté, une unité qui vient et qui fait ça. Il faut du mouvement, hein, mais vous avez plein d'unités qui arrivent à le faire. Un truc comme ça, quoi, pour faire les flancs. Et vous prenez cet objet-là. Et en fait, ça a plusieurs conséquences. La première conséquence, c'est que déjà, vous scorez 10. Même s'il fait un deploy quelque part. 21 move plus tir, ouais. Ouais, du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça, et ici, je me suis reculé. En fait, là, mon premier tour, avec tout mon blocos, j'ai reculé pour être hors de portée de tout son tir. Ok ? Avec ses Zangor et ses machins. J'étais hors de portée avec tout mon blocos ici. J'ai fait les flancs avec des unités pourries, avec des Fury Fell Rider. Et j'ai dit, à toi, vas-y, fais ce que tu veux, j'ai marqué 10. Et j'ai l'objectif ici. Et l'objectif ici, qui ont commencé à brûler pour moi. Donc là, ça a plusieurs effets. Déjà, premier effet, vous avez votre grosse masse de PV qui couvre 3 terrains ici. Et vous avez ces trucs ici qui couvrent ce terrain ici. Alors, c'est des unités de merde, hein, donc c'est un grand mot de dire couvrir ici. Mais souvent, ça veut dire qu'il va probablement devoir mettre un pied dans l'objectif si jamais il veut faire le terrain ici. S'il veut faire le terrain ici, il va devoir mettre probablement un pied devant l'objectif. C'est pas sûr, hein, mais c'est souvent le cas. Et du coup, vous reprendre votre objectif. Et ça, vous êtes content. Normalement, il peut pas prendre ce terrain, il peut prendre ce terrain, il peut pas prendre ce terrain. Vous avez trop de contrôle dans ce coin-là. Donc, le terrain, c'est très dur à faire. Le centre, en fait, si vous avez un truc ici qui est assez violent, parce que vous avez tout votre blocos ici, le centre, c'est risqué quand même, hein, parce que ça veut dire que si vous avez le tour, après, derrière, vous êtes vraiment proche. Donc, le centre, c'est très risqué pour lui. Les flancs, c'est faisable, mais il y a déjà des unités, donc ça veut dire qu'il faut les clear, ça veut dire que c'est pas garanti, c'est pas simple. Et donc, il se retrouve à soit faire un Do Not Waver, soit drop une tactique. Donc là, vous êtes déjà content s'il drop une tactique. Donc, en fait, avoir le premier tour sur Limited Ressources, c'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment pas mauvais d'avoir le premier tour sur Limited, et je serais même tenté de dire que si vous faites un one drop, il faut peut-être que vous prévoyez de prendre le tour. Parce qu'on a déjà expliqué que l'enchaînement des tours, vous avez une meilleure proba de donner un double à l'adversaire. Ça dépend beaucoup aussi de quelle armée vous jouez et de quelle armée il y a en face. On ne peut pas couvrir tous les match-ups, mais gardez ça bien en tête. Être premier joueur là-dessus, c'est vraiment pas mauvais du tout. Maintenant, il faut que vous en ayez rien à secouer de perdre ces unités-là, qui est souvent le cas. Vous avez souvent 2 unités à pouvoir trash, sauf si vous jouez une liste one drop. On va y revenir sur comment jouer une liste one drop dessus, mais à mon avis, c'est quand même c'est un peu plus tendu. C'est pas si simple de jouer une liste one drop sur Limited.
Et derrière, que disais-je? Je sais plus. Mais bon, bref. Toujours est-il que être premier joueur sur ce scénario, c'est pas tant un handicap. C'est jouable et c'est même vous positionnez correctement. Tant que l'adversaire peut juste pas rentrer dans votre blocos et vous laver en un double tour. Normalement, c'est pas trop possible, mais il y a quand même quelques listes qui sont très violentes. Imaginons si on parle de listes par exemple Gone Summoner, 20 Chosen, Sylvanguard. Ben là-dessus c'est pas simple. Donc il faut probablement reculer encore plus. En fait, là-dessus vous faites le même move là et là, mais vous reculez peut-être encore un peu plus pour être sûr de ne pas vous prendre les Vanguard. Parce que normalement sur table vous allez avoir les 6 Vanguard et 5 Chosen. Donc ça vous savez où c'est. Vous avez que l'unité qui est dans le Gone Summoner qui peut venir vous faire très mal. Donc votre blocos, il faut pas que vous puissiez vous faire charger par de la Vanguard ni par les Chosen. Donc c'est parfaitement acceptable de dire je recule. Voilà. Pour être hors de portée T1. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc faut pas hésiter à reculer T1. Hein. Le but de ce jeu, c'est de scorer des points et pas de détruire son adversaire. Même si en tuant son adversaire, c'est beaucoup plus simple. Donc grosso modo, vous pouvez faire un T1 qui ressemble à ça. Et c'est pas mal. Si jamais vous n'avez pas 2 unités rapides pour faire ça, ou si jamais l'adversaire s'est positionné pour vous l'empêcher, ce qui est possible suivant des match-ups, faut pas hésiter à drop une tactique T1. N'allez pas faire le centre si ça vous fait instantanément perdre la game. N'allez pas faire les flancs avec une unité importante. Si vous allez faire les flancs avec une unité à 500 points, l'adversaire, normalement, il va tout envoyer dedans et vous l'avez l'unité. Ou alors, votre unité sera trop loin et trop lente et ne reviendra pas assez vite dans le jeu. Donc, faites attention à ça. Il faut aussi apprendre des fois à drop une tactique T1. C'est parfois la meilleure option. Donc, c'est une option à considérer. Réfléchissez-y bien parce que ça peut vous sauver la mise. Donc, et pas que sur Limited. Hein. Ça, c'est des fois le centre est vraiment tendu. Vous n'avez pas de quoi faire les flancs. Bon, on drop T1 et puis c'est tout. Hein. C'est pas très grave. Donc là, dans la config là, on marquerait 10. Okay. En face, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut surtout pas qu'il reprenne cet objectif. Il faut pas qu'il reprenne cet objectif, mais celui en général, c'est pas trop un problème. Donc en face, jamais prendre 3 objectifs. Là, s'il décide de prendre 3 objectifs pour scorer 10 et qu'il ne s'est pas positionné pour faire très mal, et normalement, ici, je me suis positionné pour pas qu'il puisse m'impacter au tour 1, ça veut dire que je peux donner un double tour, et là, il y a 3 objectifs sur lesquels il ne peut pas scorer. Si jamais vous êtes dans cette configuration en tant que joueur rouge, ici, vous acceptez de ne scorer que 8, voire 4 si jamais vous n'avez pas de tactique. Donc, vraiment, jamais prendre 3... Ne jamais prendre 3 objectifs en simultané sur cette map, sauf si vous êtes sûr et certain que vous allez le reperdre. Mais c'est très dur d'être sûr et certain de le reperdre. Donc, sur cette map, ici, ce que je recommanderais, c'est d'aller chercher potentiellement ça, et ici, d'avancer un petit peu de manière agressive ici, au centre, pour pouvoir défendre sans rentrer dedans ici et là. Et grosso modo, vous taguez ici et ici. Ce qui vous fait un tour à 2 de moins que l'adversaire, mais vous n'êtes pas si mal tagué. Parce que vous n'avez pas tagué votre chez vous ici, vous avez un gros blocos à côté, vous pouvez le taguer quand vous voulez. Et ici, une fois que celui-là sera pris, il sera free. Donc ça, c'est un peu pour l'enchaînement des débuts de tour. C'est un peu une des choses les plus importantes. Et là, en tant que joueur 1, il faut avancer. Il faut avancer pour être menaçant, pour pas qu'il ait envie de donner le double. Mais attention, il ne faut pas non plus
se mettre dans la sauce et se retrouver à se faire éclater par ce qui est là. En fait, ce qui est intéressant de prendre ces deux objectifs-là, c'est aussi que vos unités, elles peuvent être vachement proches de votre blocos central, ce qui veut dire que votre armée, elle reste très compacte. Vous pouvez avancer comme ça et rester très compacte, ce qui est vraiment très bien. Et il faut être menaçant sur la formation adverse. Si vous n'êtes pas menaçant sur la formation adverse et qui vous donne le double, vous allez perdre 2 objectifs et ne rien faire de votre double tour. Donc ça c'est assez tendu en vrai, parce que des fois, vous n'avez pas de quoi être menaçant. Et c'est un peu un jeu de dupe avec l'adversaire. Est-ce qu'il va donner le double ou pas? Donc ça, c'est pas simple. Si jamais il vous donne le double, il faut pouvoir faire quelque chose de ce double tour. Et sachant que vous allez perdre ces 2 objectifs-là, et vous allez encore une fois ne pas scorer le mort. Et une fois que vous avez perdu ces 2 objectifs-là, pour l'adversaire, c'est extrêmement simple de scorer le mort, puisque vous ne contrôlez plus d'objectifs. C'est aussi pour ça que le double tour T1, T2, il est très, très, très punitif, parce que c'est le premier qui joue son T2, la fin de son T2, il perd quasiment de manière certaine tous ses objectifs. Sauf si jamais il a fait 1 puis 1, mais du coup, il marque vraiment très peu de points. Il commence à prendre beaucoup de retard. Donc, réellement, cette map, elle est vraiment pas simple à jouer. On peut imaginer... C'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça non plus. Voilà. Tant mieux. Donc, du coup, pour vous déployer, ce que je recommanderais probablement, si jamais vous êtes le lower drop, c'est de prendre aucun objectif. Et si jamais vous êtes le higher drop, c'est de prendre votre objectif à vous. Je pense que c'est la meilleure config dans les 2 cas. Après, le truc, c'est que si vous prenez aucun... Alors... En fait, il faut que vous preniez aucun objectif, mais que vous vous placiez pour pouvoir rentrer dans un des 2 objectifs en redeploy. Pourquoi? Parce que si jamais vous prenez aucun objectif et que vous n'êtes pas placé pour prendre un objectif en redeploy, l'adversaire, il peut juste ne pas se placer non plus dans un objectif et juste faire, je prends un ici et je marque one more et c'est tout. Donc en fait, là, à ce moment-là, il faut avoir déployé potentiellement dans celui-là et dire, du coup, non, tu marques que one et tu pars avec 4 points de retard. Et moi, derrière, au tour adverse, j'arrive, je prends celui-là avec et je fais 10. Ok? Donc, grosso modo, le plus important, si vous êtes lower drop, je dirais, c'est de prendre 0 objet avec des opportunités de redeploy de chaque côté, tout en faisant votre formation correctement. Il y a toute la mécanique correcte de jouer votre armée, qui ne change pas. Si vous voulez donner le tour. Si vous voulez donner le tour, c'est comme ça qu'il faut se déployer. Si vous voulez prendre le tour, là, il faut se déployer autrement et ça va être un peu un jeu avec votre adversaire. Vous pouvez aussi vous déployer sur 0 objet pour après décider où vous voulez aller. Il n'y a pas trop de problème à faire ça. Mais il faut voir aussi que l'adversaire il peut se déployer dans un objet et redéployer possible dans l'autre. Mais c'est pas très grave. S'il redéploie dans l'autre, il commence avec 2 objets et vous, derrière, si vous faites pas le mort, c'est pas grave. Donc, grosso modo, je dirais lower drop, 0 objet au départ. Higher drop, vous pouvez prendre un objet. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs. Mais le prendre ne vous impacte, ne vous fait pas si mal. Quel enfer j'entends sur Border War. Border War, c'est très cool comme scénar. Mais Limited Resource, c'est très très sympa, si vous réfléchissez un peu. Ce qui est intéressant aussi, si vous pouvez vous le permettre, c'est pas toujours le cas, c'est de prendre les objets là et là. Ça dépend contre quoi vous jouez. Ça veut dire que vous déployez dans aucun objectif, et ça, j'aime moins. J'aime bien le fait en réponse de se déployer dans un objectif. Mais c'est aussi envisageable en tant que higher drop de se déployer dans 0 objectif pour pouvoir au T1 faire exactement ce qu'on a fait. Et de chaque côté, alors moi, en général, l'adversaire va être déployé d'un côté, il va être déployé ici ou ici, principalement. En fait, si jamais il a mis la majorité de son armée ici,
bah en fait, vous pouvez pas vous faire ça. Parce que là, ça va être gratos, quoi. Vous allez vous faire déglingue. Donc en fait, c'est pour ça que moi, j'ai pas trop de problème à prendre cet objectif-là au début. Mais ça peut être envisageable de se déployer sur 0 pour T1, prendre ici avec le bout celui-là et ici celui-ci. Et derrière, vous dites à toi, et moi j'ai encore les 2 objets chez moi. Ça peut s'envisager. Mais d'une manière générale, je vous dirais le plus important, c'est de vous positionner, si vous voulez donner le tour, pour pouvoir faire des redeploys dans l'objectif et enlever beaucoup de points à l'adversaire, ou vous positionner pour avoir un T1 correct. Et surtout faire très, très, très attention à donner le T1. Donner le T1, c'est pas toujours la bonne idée sur Limited, et je pense même que la manière la plus simple de jouer Limited, c'est d'arriver, si vous avez le choix du tour, de faire votre déploiement ici, toc, je vais y arriver, vous faites votre déploiement ici, vous préparez vos flancs ici, vous arrivez, vous dites je prends le T1, vous bougez pas ici, vous faites votre setup, ici vous faites votre flanc de manière comme on avait fait avant, comme ça, voilà. En prenant cet objet, ici vous faites votre flanc, ici en vous mettant loin, et vous dites à toi. Et je pense que c'est la manière la plus facile de démarrer sur Limited Resource. Lorsque vous avez le choix, je dirais que c'est ça le plus facile à faire. Et après, vous jouez à partir de ça. Donc n'hésitez pas à essayer de donner un double tour T1, T2. Ne vous faites pas table rasée en le faisant, bien sûr. Mais je pense vraiment que c'est une des manières les plus faciles de jouer le scénario, de commencer en prenant le tour. En plus, votre adversaire s'y attendra pas. C'est très rare les gens qui prennent le T1. C'est relativement rare. Mais voilà, donc grosso modo, vous avez plein d'éléments sur comment jouer Limited. Mais en tout cas, on va juste refaire un petit point. Rappelez-vous, c'est important que la règle, c'est si vous le contrôliez à votre dernier tour. Donc là, ici, si on reprend le contrôle, bah, c'est foutu, ça va le cramer. Par contre, si on le prend ici, c'est bon. Donc ça, il faut bien se rappeler de la règle et surtout, bah, essayer de jouer un petit peu sur le scénario, de faire des tests. Ça dépend beaucoup des match-ups. Hein. Là, moi, je vous ai donné des petits exemples, je vous ai donné des idées générales. Maintenant, il faut les bosser un peu en fonction des match-ups, en fonction de ce que vous jouez. Il faut un petit peu se rendre compte sur table de qu'est-ce qui est le mieux. Et surtout, il faut s'adapter sur table. Ah, et il faut des tokens ou des marqueurs. Sinon, vous allez galérer. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un scénario qui s'improvise pas. Si vous ne le bossez pas un minimum, bah, c'est pas un border war. Vous n'allez pas réussir à comprendre exactement quels sont vos placements parce qu'il faut prévoir 1 ou 2 tours en avance comment vous positionnez pour avoir les bonnes opportunités sur les tours d'après et pour pouvoir donner des doubles. Donc, ça, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas encore faire, ne sait pas jouer. C'est jouer en se disant, bah là, en fait, je me positionne pour pouvoir donner un double tour à l'adversaire. Et ça, c'est assez avancé comme type de jeu. Donc, essayez un petit peu. Des fois, ça va rater quand vous allez essayer, parce que forcément, bah, donner un double, des fois, bah, c'est pas une bonne chose à faire. C'est souvent, d'ailleurs, pas une bonne chose à faire, ça dépend. Mais on y a tellement d'intérêt sur Limited à donner un double que s'entraîner à le faire, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Donc vraiment, est-ce qu'il y a d'autres scénarios où tu penses que ça vaut le coup de jouer comme ça ? C'est-à-dire de jouer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par est-ce que ça vaut le coup de jouer comme ça ? C'est très particulier, Limited Resources. C'est vraiment très particulier. De toute façon, on verra peut-être d'autres scénarios à des moments. Et comme je voulais également appuyer dessus, demain on jouera Limited Resources avec Zazou. On verra s'il a bien tout écouté. Jouer pour laisser le double. Ouais, en fait, c'est super bien de laisser le double T1, T2. Il y a en V3, toute la fin de méta V3, c'était essayer de laisser le double T1, T2 pour prendre le double T2, T3.
Ça, c'était la fin de méta V3. Il y avait beaucoup de games qui essaient de faire ça. Donc, jouer pour laisser le double T1T2, c'est pas forcément. C'est un peu moins le cas en V4. En V3, ça arrivait beaucoup, en fait. En V4, ça arrive un peu moins parce qu'on a des armées qui sont extrêmement violentes et avec un double T1T2, ils envoient vraiment très fort. Mais une fois que ces armées seront un peu nerfs, c'est pas mal de pouvoir laisser le double T1T2 parce que ça vous met dans une position plus confortable pour la suite. Donc non, s'entraîner à le faire, c'est une bonne chose. Maintenant, attention, il y a des match-ups en ce moment dans le jeu contre lesquels c'est très difficile de faire ça. Je pense que c'est des match-ups qui vont évoluer, j'espère. Des armées qui vont se faire nerf. Mais oui, c'est un peu moins facile à faire en V4 que ce que c'était en V3. Si vous avez des questions, allez-y. Là, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Ça va être illustré demain en jouant avec Zazu. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et sinon, je voulais vous parler d'autre chose, mais on va attendre. On va laisser 5 minutes de questions si jamais vous avez un peu de trucs. Et sinon, je vais préparer juste un petit truc avant qu'on arrête le live. Mais allez-y, me posez des questions, je prépare juste quelque chose. Tant mieux si le sujet te plaît. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de drop des Battletech T1 pour jouer plus late game actuellement avec des grosses armées de bourrin? Oui. Oui. C'est drop des tactiques T1, c'est souvent une bonne idée pour en fait, votre tactique T1 ne doit pas vous faire perdre d'attrition. Si jamais vous perdez des unités gratos pour une tactique T1, c'est pas une bonne idée de la faire. Martin a joué au Luxembourg énormément en drop tactique T1 en luminette. Il a gagné quasi toutes ses games avec. Hein. En fait, il y a des armées contre lesquelles vous êtes en mode je reste chez moi, je marque 4 ou 6. Voilà. À toi. Et en fait, tu joues toute ta game underdog, enfin une partie de ta game underdog, et en fait, c'est très confort de jouer underdog. Hein. Surtout quand vous êtes underdog juste parce que vous avez décidé de pas faire une tactique et pas parce que vous êtes fait défonce. Quand vous êtes underdog, mais qu'en fait sur table, vous avez toute votre armée, c'est assez confort. Hein. Un CP en plus, c'est très conséquent hein, lorsque vous n'avez pas perdu d'attrition. Donc oui. Drop des tactiques T1, on ne le fait pas assez. Il faut y penser un petit peu plus à le faire. Il y a des armées qui n'ont pas besoin de le faire, mais il y a des match-ups où tu drops une tactique T1, il n'y a pas de débat. Hein. Ça se fait bien. Hein. Alors, je voulais vous parler d'un espace qui a ouvert il y a quelque temps à Toulouse. C'est Babi qui est des fois dans le chat qui m'a demandé si je pouvais en parler, et puis avec plaisir. Donc s'il y a des gens qui sont dans les alentours de Toulouse, je vous communique un petit message de Babi qui dit du coup découvrez les batailles fantastiques, le lieu incontournable pour les passionnés de Wargame à Toulouse. C'est en plein cœur de Toulouse, ça ouvre ses portes à tous les amateurs et curieux de Wargame. Il y a du Warhammer, du Star Wars Légion, du 9e âge, et encore plein d'autres choses. Donc c'est un espace qui est situé 5 places du Parlement à Toulouse. Les horaires d'ouverture, ça dépend, toute l'ouverture, ça va dépendre en fait de qui est dispo. Parce qu'en fait, ils vont ouvrir à partir du moment où ils ouvrent sur demande. Il y a au moins 4 joueurs. Pour le moment, c'est gratuit. Ils verront si ça change au fil du temps. Il y a 7 tables de jeu
avec des tapis au format Warhammer et un tapis Star Wars Légion. Il y a plein d'éléments de décor. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour jouer correctement. Et ils peuvent ouvrir tous les soirs à minima de 4 personnes. Et le samedi, ils ouvrent de 14h à 23h. Le projet il est porté par Spartan Hervé et Babi. Donc, c'est un projet qui est très sympa. Et on m'a demandé si je pouvais en parler. Je me suis dit, pourquoi pas. Ils ont un Discord, donc je vais vous mettre le lien de leur Discord pour que vous puissiez le rejoindre si jamais vous êtes dans les environs de Toulouse et que ça vous intéresse. Voilà le lien du Discord. Je vais vous montrer quelques photos que Babi m'a envoyées. Alors, toc. Donc ça, c'est une photo d'une table, par exemple. Ça ressemble à du 9e âge ou du Old World. On va essayer de voir si on a des photos avec un peu plus. Voilà, donc l'espace, ça ressemble à ça. Attendez, j'ai une autre photo de l'espace. Donc ça ressemble à ça. Ça a l'air très joli. C'est bien équipé, comme vous voyez. Il y a plein de tables, plein de tapis. Donc, si vous êtes aux alentours de Toulouse, n'hésitez pas à y passer. Ça leur fera plaisir. Et moi, ça me fait toujours plaisir de mettre en avant des initiatives de la communauté, des gens qui essayent de faire des choses pour la communauté. C'est toujours très cool. D'ailleurs, si vous avez d'autres projets, n'hésitez pas à m'en parler. Je peux aussi en parler à tout le monde. Je pense qu'on est plus fort quand on se partage les choses. Et c'est pour ça que je voulais partager ceci. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Sur ce, je vais du coup vous laisser tranquillement. Un stream assez court aujourd'hui. Petit repos. Demain, ça sera beaucoup plus long puisque demain, on joue une partie avec Zazu sur Limited Resource. Il jouera Soul Blight et je jouerai Daughters of Cain. À savoir que j'ai fait un petit peu le bilan des armées jouées sur la chaîne et il y a quand même pas mal de journées qui manquent, d'armées qui manquent. Du coup, je vais essayer de regarder si on peut pas voir ces armées un petit peu plus. On va voir ce qu'on peut faire. C'est pas forcément une garantie, mais je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, j'ai noté les factions qui ne sont pas jouées. Donc on va voir ce qui est possible de faire. Je pense par exemple à Cities, ce genre de choses. De toute façon, je me suis tout mis. Juste vous redire qu'est-ce qui n'a jamais été joué sur la chaîne. Cities, Idonet, Seraphon, Zench, Slanesh, Skaven, Fake, Gloom, Ogre, Cruel Boys et Sons of Behemoth. Donc il y a quand même pas mal de ces factions où je connais des joueurs et donc je vais pouvoir inviter des joueurs pour pouvoir les jouer. J'en joue très peu là-dedans. Il n'y a que Cities que je pourrais jouer. Mais par exemple, Seraphon, Martin y joue. Idonet, David y joue. Skaven, Martin y joue aussi. Gloom, Yorin, il les joue. Cruel Boys, je connais aussi quelqu'un. Donc on va pouvoir diversifier un petit peu. Le but, ça serait qu'il y ait un petit peu plus d'armées différentes. Alors moi, je continuerai à jouer mes armées, mais voilà. Et puis peut-être d'acheter de nouvelles armées pour la chaîne, bien sûr. On a vu Bok. Non, on n'a pas vu Bok, mais comme ça disparaît bientôt, bon, on va passer dessus, je pense. Désolé pour les joueurs Bok. Comme des SBG. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'SBG, on en voit déjà plein avec Antoine. Donc, moi, je vais jouer Vordrice, vous allez dire encore un SBG, quoi. Donc, bon. On va voir. Des armées pour la chaîne. Bref. En tout cas, merci d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je verrai pour refaire potentiellement d'autres sujets un peu comme ça. Ouais, Nurgle, c'est Titi qui avait joué Nurgle. Ce sera pour la chaîne, ça compte pas. Oui, enfin, faut quand même la payer, l'armée, Elise. Même si c'est pour la chaîne. Hein. Mais ouais. En tout cas, merci d'être venu. Je vous donne rendez-vous demain soir assez tôt, vers 19h, pour la game. Ça va être très cool. Moi, je me remets sur Doc parce que je joue ce week-end avec et je veux juste les reprendre en main un petit coup. Encore une fois, un immense merci à Alfie et Talvion qui ont donné chacun 5 subs à la communauté. Merci beaucoup à vous. Merci du soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Ça met du beurre dans les épinards et des verres de bière également. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Passez un bon jeudi et à demain soir. Des bisous.